Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons revêt par son titre de nombreux espoirs. Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. La crise sanitaire qui a frappé notre pays de plein fouet a mis en lumière les forces de notre système de soins, mais en a également relevé les faiblesses. Pendant la lente décrue de la première vague de contamination, le Gouvernement a annoncé l'initiative intéressante de la tenue du Ségur de la santé, qui doit permettre une évolution tant attendue de notre organisation de la santé. La proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui pose l'objectif de constituer le versant non financier des conclusions du Ségur, enrichi des propositions du rapport Claris sur la gouvernance de l'hôpital. Pour autant, le véhicule législatif utilisé, la préparation concomitante d'ordonnances par le ministère de la Santé, complique l'exercice et nous prive d'une étude d'impact et d'un avis du Conseil d'État. Pour autant, la grande majorité du groupe RDSE, tout en entendant les raisons du dépôt de la question préalable et de la demande de renvoi en commission, n'a pas voté ces deux motions, car poursuivre les débats sur des sujets majeurs tels que la gouvernance des hôpitaux, les coopérations, l'attractivité des carrières ou encore l'intérim permettra, j'en suis sûre, d'enrichir le texte, et c'est dans cet état d'esprit que nous nous inscrivons. J'évoquerai en premier lieu les protocoles locaux de coopération. Le texte de la commission, par son article 1er, revient au cadre juridique issu de la loi Santé de juillet 2019 et permet ainsi de les étendre aux professionnels de santé travaillant de manière coordonnée et hors établissement. Cette disposition répond aux besoins d'une médecine plus coordonnée au bénéfice du patient, en ville comme à l'hôpital. La faible démographie médicale, mais aussi l'explosion des maladies chroniques, l'aspiration des jeunes à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'appétence pour l'exercice en équipe pluridisciplinaire impliquent absolument et nécessairement l'évolution du champ des compétences des professionnels de santé. Nous aurons à examiner de nombreux amendements concernant les sages-femmes et les auxiliaires médicaux. Certains vont plus ou moins loin, mais une philosophie doit nous guider et demeurer: améliorer, fluidifier le parcours du patient sans le détricoter. Le médecin généraliste est et doit en rester le pivot. Le Ségur a également mis en évidence l'existence, bien antérieure à la crise Covid, d'une perte d'attractivité des métiers de la santé. Les hôpitaux et structures médico-sociales, d'ailleurs, peinent à recruter. La revalorisation légitime des salaires ne permettra pas seule d'y remédier. De bonnes conditions de travail, plus d'effectifs dans les services, une gouvernance moins technocratique et plus médicalisée, une CME aux missions et aux rôles renforcés, des recrutements simplifiés sont en grande partie les constats et propositions du Ségur et du rapport Claris, dont certaines seront examinées dans cette PPL. Ce qui n'y est pas abordé, par contre, et qui sont des préoccupations fortes des fédérations, c'est l'asymétrie des contraintes et des rémunérations entre les carrières médicales, publiques, privées ou associatives, et les freins à l'exercice d'un médecin sous différents statuts. Aussi, je proposerai en partie d'y remédier par la réintroduction de 2 articles, dont l'article 14 , qui permettra, au-delà de la remise d'un rapport, de ne pas enterrer trop précocement cette problématique. S'il est un sujet dont la crise a relevé les limites, c'est bien celui de la gouvernance des établissements. L'article 5, consacré à l'organisation interne, restaure la fonction de chef de service sans l'opposer, mais plutôt en complémentarité avec le chef de pôle. L'organisation des pôles doit absolument rester une possibilité pour chaque établissement. La création de chefs de service et de chefs de pôle adjoints améliorerait encore le fonctionnement de l'hôpital. Le groupe RDSE a déposé des amendements en ce sens. Comment parler d'organisation sans évoquer les GHT, installés à marche forcée? Leur fonctionnement est hétérogène. Un rapprochement imposé des établissements n'est pas souhaitable, mais il mérite d'être à la fois encouragé et sur la base du volontariat. L'article 9 de la proposition de loi ouvre le directoire de l'hôpital en prévoyant la possibilité pour le directeur de désigner des personnalités qualifiées. C'est à notre sens une bonne chose. Je regrette cependant l'exclusion des étudiants au sein de ces directoires. Je terminerai en évoquant les abus de l'intérim médical qui pénalisent lourdement à la fois les finances et le fonctionnement de l'hôpital. Ce n'est plus acceptable aujourd'hui et malgré la volonté du gouvernement en 2017 d'y mettre un terme, force est de constater que le problème perdure. Il est devenu urgent de mettre fin à ces pratiques que je qualifierais de scandaleuses et permettre enfin l'application du plafond des rémunérations. L'hôpital ne peut pas et ne doit pas être une zone de non-droit dans laquelle certains professionnels imposeraient des exigences financières déraisonnables. Pour conclure, cette proposition de loi se présente comme un patchwork de mesures qui s'expliquent par le destin singulier de ce texte, pensé avant la crise sanitaire, puis saisi opportunément comme le moyen d'y intégrer quelques mesures du Ségur
et tout ce qui ne rentre pas dans le champ des ordonnances. Suffira-t-elle à satisfaire les attentes ? En tout état de cause, le groupe RDSE réservera son vote en fonction de l'évolution des discussions et émet le voeu que les mesures consensuelles issues du Ségur et du rapport Claris puissent trouver ici une traduction législative. Merci. La parole est à Madame Katia Pour-Sopoli pour le groupe CRCE. Merci.